Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous. Salut tout le monde. On est content de vous retrouver cette semaine, comme toutes les semaines. J'ai l'impression que je dis ça à chaque début d'épisode. C'est vrai que tu dis exactement ça mot pour mot. Mais parce que ça fonctionne bien, c'est vraiment la meilleure manière pour moi de rentrer en matière. Alors soit c'est avec les habitudes qu'on prend la confiance. C'est vrai, exactement. Cette semaine, un petit épisode sur... Les pièges de l'enrichissement. Ouais, les pièges de l'enrichissement rapide. Parce que... Oui, voilà, on peut s'enrichir, mais voilà, c'était cette semaine. C'est ça. On va préparer un petit épisode qui, je pense, va vous plaire. Ouais, c'est plutôt mindset, je pense. Ça plaît généralement, les épisodes mindset. Mais avant ça, les boom anecdotes de la semaine. Et plutôt des bonnes nouvelles, je dirais. Enfin, il y a 2 bonnes nouvelles. On a toujours l'impression qu'on râle tout le temps dans le podcast, mais là, alors, quand même. là, dans nos bonnes anecdotes, on a 2 bonnes nouvelles, une mauvaise, et après, on en a eu quelques petites... on a pas mal de soucis administratifs en ce moment. Vous le savez, nous, l'administration, depuis 1 an et demi, ça va plus du tout. Mais voilà, on va pas forcément tout expliquer dans le podcast, parce que c'est des fois même pas intéressant, mais c'est vrai que en ce moment, sans que ce soit grave, on a quand même tout le temps des micro-problèmes qui, en fait, nous font perdre du temps, surtout. Ouais. Du coup, d'un point de vue administratif, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, on a un arrêté d'insalubrité sur un appartement. Ouais. Et on a déjà parlé quelques fois dans ce podcast. Ça dure depuis le mois de mai de l'an dernier. C'est ça. Ça fait 10 mois. On est quel mois là ? On est février. Février, ouais, ça fait 7-8 mois. 7-8 mois que ça dure. Et là, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel parce que on a réussi à trouver un logement à notre locataire et elle, si tout se passe bien, touche du bois, mais mardi, elle a les clés de son nouvel appartement. On lui a payé sa caution et du coup, d'ici la fin du mois, elle sera partie de l'appartement, ce qui sera 2 fois plus simple pour faire lever cet arrêté d'insalubrité. Donc, on est content. Oui, en fait, ce double problème, alors là encore, c'est, je pense, on en a déjà dit, mais un des pires trucs qui nous est arrivé dans l'immobilier par le risque financier qui nous faisait peser. Et j'ai des idées de titres un peu putaclic pour cet épisode-là. Parce qu'en vrai, c'était une vraie galère. Ça nous a quand même coûté un sacré billet, cette histoire. Ouais. Ça aurait pu nous coûter surtout un billet beaucoup plus gros. C'est vrai qu'il y a peut-être 3 semaines, t'étais au bout du rôle. C'était là en mode, en fait, on va le vendre... à la casse. À la casse, ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est un appart, là, du coup... c'est le premier, d'ailleurs, qu'on a acheté, c'est le tout premier appart qu'on a acheté. On avait fait une giga affaire à l'époque. Je suis en train de tout spoil, mais grosso modo, voilà, c'est à l'époque, on l'avait acheté 50 000. Et aujourd'hui, il vaut plus de 100 000 euros. C'est à peu près le prix qu'on va le revendre en arrêtant toute cette histoire. Et c'est vrai que j'étais tellement au bout du Rolls il y a 3 semaines que j'étais là en mode, allez, c'est bon, on le revend le prix qu'on l'a acheté. Un autre investisseur fera une bonne affaire et nous, on se débarrasse du problème parce qu'en fait, c'était tellement long et ça avait l'air impossible à régler. On arrive au bout. Donc en plus ça fera un autre arbitrage pour nous qui nous permettra de faire d'autres projets IMO et de tourner à la page de tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est la vraie bonne nouvelle. Je t'avoue que c'est tellement un problème embêtant et injuste surtout. Bon, oui, c'est très injuste. On en reviendra dans l'épisode dédié, que j'ai du mal à me réjouir, tu vois. C'est peut-être le seul truc. C'est vrai que tant qu'elle est pas complètement... Tant que l'appart est pas vendu. Voilà, c'est ça. Tant que c'est vraiment pas parti, que l'arrêté est pas levé. Faut savoir qu'en procédure, ça nous coûte 1 an et demi cette histoire. Et c'est vrai que tant que c'est pas totalement fini, on crie pas trop victoire, mais en vrai c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça faisait des mois qu'elle avait pas de proposition et que elle demandait un T5 dans le parc social, ça existe pas ou très peu. Et que heureusement que c'est par
nos contacts et notre Ouais. réseau qu'on lui a trouvé un logement. Enfin bon, bref. Parce que bon, les assistantes sociales, au final, elles servent à rien. Oui, donc, c'est-à-dire que comme d'habitude en France, si vous voulez, quand l'État vient pour vous taper dessus, là il y a du monde, mais par contre quand c'est pour vraiment s'occuper des gens qui ont besoin d'aide, ben là par contre ils sont d'une efficacité incroyable. C'est ça. Donc voilà, donc c'est quand même une très bonne nouvelle parce qu'on va dire, vous le savez, si vous écoutez ce podcast chaque semaine, on a eu quelques soucis dans l'immobilier l'an dernier Ouais. et c'était notre plus gros souci all time. Jusqu'à présent, c'est vrai que je suis là, c'est le top 1. Et du coup, on a enfin eu la grande nouvelle qu'on attendait. Ça va se régler. Comme quoi, c'est un peu comme vous regardez toujours des films d'aventure. À la fin, ça finit bien. Mais visiblement, ça devrait être un petit peu notre cas aussi. Et on attend encore un peu. Je pense que d'ici un petit mois, on vous fera l'épisode qui expliquera tout. Sous un format qu'on espère intéressant. C'est on n'en dit pas plus parce qu'on va pas se vendre. Bah c'est ça, c'est en fait avec tout ce qu'on a perdu dans cette histoire, faut bien qu'on le rentabilise d'une certaine manière. On va essayer de faire un bel épisode qui nous permettra de récupérer au moins une petite partie en audience ou en tout cas en publicité pour le podcast. On est en train de réfléchir un peu à ce qu'on va faire. Ouais. Nouvelle un peu moins fun, on devait acheter un lot de bureaux. Oui. Et en fait, ce qui nous allait bien avec ce truc-là, en fait, là aussi, je pense qu'on a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce qu'on en a parlé alors que c'était pas fait, mais pour nous, en fait, dès qu'on tombe d'accord sur un prix, qu'on commence à faire travailler les conseils et tout, pour nous, c'est quasiment acté, sachant que, du coup, ce truc-là, on pouvait le payer cash vu qu'on l'achetait on rachetait des parts de SCI. Qui avait elle-même un prêt, donc du coup, forcément, en gros, on rachetait une SCI qui avait un bien pour peut-être 20 000 euros de notre poche, mais comme elle avait encore un prêt de 150 000, en fait, ça nous permettait de pas avoir besoin de faire de financement, de gagner du temps. En plus, le financement, il était à 1%. Enfin bref, il y a beaucoup de points qui étaient positifs. C'était c'est un type de bien, du coup, c'était des bureaux, en fait. C'était un gars qui avait, pour son activité, créé des bureaux. Au final, il y est pas dans ses bureaux, je crois. C'est pour ça qu'il voulait vendre. Ça faisait un moment que le bien était à la vente parce qu'en fait, forcément, quand on voit comme ça, c'est pas rentable. Mais nous, c'est un peu notre spécialité vu que ça aurait été notre, je sais pas combienième lot de bureaux, à mettre en location du coup des bureaux individuels. Alors c'est un peu long en mise en place, mais en fait, à la fin, c'est giga rentable. Et lui, il y arrivait pas à le mettre en vente à ce truc-là. Et en fait, avec nous, il avait trouvé un bon compromis, je pense. Et il s'est désisté parce que il a eu une offre. Est-ce qu'on peut dire les chiffres ou pas? Ouais, on peut dire les chiffres. En fait, moi, j'étais d'accord sur le prix du bien. J'étais tombé d'accord avec lui sur un prix des bureaux à 170 000. Ouais. Ce qui est un petit peu en dessous de leur valeur. On faisait une bonne affaire et lui, en fait, il voulait s'en débarrasser rapidement. Donc, c'était pour ça qu'il acceptait de faire un prix pour l'acquisition. Et du coup, sur une valeur brute des bureaux de 170 000 moins les dettes de la SCI 150, c'est-à-dire qu'au moment on devait sortir 20 000 de notre poche plus les quelques frais d'avocat ou de notaire pour la rédaction de l'acte de cession des parts. Et en fait, on avançait petit à petit parce que forcément c'est comme d'hab, il faut des papiers, etc. Mais moi j'étais quand même d'accord, j'étais même d'accord pour qu'on verse un dépôt de garantie, etc. Donc tout était calé. Après, on n'était pas hyper pressé non plus parce que comme là, on a des opérations qui se dégoupillent, on a quelques trucs à mettre à la location. On a du cash dehors en fait. Voilà, ça, on a un peu de cash dehors. On n'était pas non plus hyper pressé, mais bon, j'étais pas non plus en mode, vas-y, on va faire durer le truc un an. Tu vois, j'étais en mode, vas-y, on va essayer de gagner un mois et c'est tout. Genre, on attendait le bilan comptable. C'est ça. Mais pour autant, dans tous les cas, avec les papiers qu'on avait besoin, j'étais là, finalement, simplement, je lui disais, écoute, dès que t'as les papiers, tu reviens vers moi, etc. Là, ça faisait plus de 2 semaines que j'avais pas de retour. Je me disais que ça commençait à sentir un peu le sapin. Effectivement, je de l'appeler, pas de retour. J'ai envoyé un mail, pas de retour. Une semaine après, il me dit, finalement, l'agence immobilière nous a trouvé un acquéreur à 180 000. Oui, t'es complètement con. Ouais, parce que déjà, moi, forcément, j'étais un peu vénère parce que, en fait, c'est pas les manières de faire qu'on apprécie, pour le coup. Et en plus, ce vendeur est locataire d'un de nos bureaux dans une autre ville. Donc, vous voyez un peu le truc. C'est-à-dire qu'en plus, c'est même pas un vendeur qu'on reverra jamais. C'est quelqu'un qui restera locataire. Donc, en plus, nous, on veut pas se fâcher avec lui parce que, c'est un locataire qui paye son loyer, etc. Mais forcément, moi, je suis encore plus en mode, en fait, t'es locataire et tu viens de niquer ton propriétaire sur la vente d'une autre OP. Enfin, vous voyez un petit peu déjà la situation. Et en plus, à la fin des fins, quand on fait tous les calculs, il est perdant sur la vente parce qu'en fait, c'est une SCI. Alors là, on rentre un petit peu dans le détail comptable, mais grosso modo, c'est une SCI soumise à TVA parce qu'ils ont récupéré la TVA sur les travaux. Et en plus, qui a déjà amorti une partie du bien. Donc, la valeur nette comptable de la SCI, du bien dans la SCI était de 150 000 au 31/12/2024, sachant que nous, on l'achète pour une valeur brute estimée de 170. Donc, en fait, nous, d'un point de vue comptable et financier, on faisait une mauvaise affaire en achetant la SCI. On faisait une meilleure affaire en achetant juste le bien 170 000. Le problème, c'est que nous, on faisait pas ça parce que
bah là tout de suite on pouvait pas faire de prêts parce qu'on a juste fait trop de prêts les derniers temps. Et du coup on se disait bon, en soi on fait une mauvaise affaire d'un point de vue fiscal et comptable en rachetant la SCI directement, plus le risque d'acheter des passifs ou des dettes cachées dans la SCI, etc. Mais on est gagnant sur le fait qu'on peut pas faire de prêt tout de suite, donc en fait ça nous évite de faire un prêt, et qu'en plus le prêt dans la SCI est un taux à 1% parce que c'était un prêt qui a été fait en 2019. Donc en fait on avait fait nos calculs, à la fin des fins on était quand même rentable sur notre OP, ça valait le coup de la faire. Je rentre pas trop dans les détails des chiffres parce que sinon on va y passer 15 ans, et j'essaye de vous le faire le plus concis possible. Mais du coup eux en tant qu'associés c'était intéressant parce que du coup en leur rachetant grosso modo 20 000 € les parts de la SCI, ils étaient sûrs de récupérer 20 000 € cash, moins les 30% de flat tax dus à leur plus-value sur les titres. Néanmoins, en vendant ce bien 180 000 à quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est la SCI qui va empocher les 180 000, qui vont se manger une régule de TVA sur l'amortissement du bien, plus une régule de plus-value sur la plus-value court terme du coup de la vente du bien également dans la SCI. Donc à la fin des fins, quand ils auront payé les impôts et les régules de TVA qu'ils ont dans la SCI et qu'ils auront distribué via une liquidation de la SCI le cash à l'intérieur, il leur restera moins que les 20 000 € qu'on devait leur donner. Et c'est là que je me dis, en fait, il est complètement con, et il aurait dû simplement rester sur l'offre qu'on s'était fixée, parce qu'en fait, il est plus gagnant à ce qu'on lui rachète les parts que en vendant le bien même 10 000 € plus cher que la valeur brute qu'on a retenue. Après, je pense que c'est pour lui en fait. Enfin, à mon avis, en compta et fiscal, soit il est pas conseillé, non mais c'est pas sa tasse de thé, ça c'est sûr. Mais soit il y pipe rien. Mais c'est vrai que du coup, je pense que le move qu'il a fait, parce que du coup c'était avec ses frères, la SCI, ils se sont dit ah putain 180 000 c'est plus haut que 170 000, on va partir là-dessus. Oui, c'est ça. Mais du coup, moi un peu vénère. Après, j'ai répondu à un mail, je suis resté courtois, mais moi je lui ai dit que déjà c'est assez surpris, déçu, parce que en même temps, enfin, quand on s'engage en théorie, on s'engage. Bon, moi, je commence à faire bosser le notaire. Nous, on y a passé du temps d'un point de vue fiscal et comptable, à faire tous les calculs, à regarder toute l'OP, etc. Et en plus, à la fin des fins, il est perdant parce qu'en gros, il serait venu vers moi en me disant, écoute, il y a quelqu'un qui nous l'achète 200 000, le bien. Bah ouais, ok, 200 000, ça faisait une vraie différence en termes de cash à la fin de l'OP. Là, franchement, en fait, lui, il pense faire une meilleure affaire parce qu'il vend plus cher, mais en réalité, à la fin, il aura moins de cash sachant que le mec, il faut qu'il trouve son financement. Oui. Nous, c'était un virement, donc. Exactement. Donc voilà, bref. Et en plus, il voulait que ça aille vite. Et comme nous, c'était un rachat de parts sans financement, entre guillemets, en 2 mois, ça pouvait être réglé. Là, concrètement, le mec, s'il fait un prêt, je pense qu'ils finiront cet été, à mon avis. Ouais, ils finiront en juin ou en juillet. Enfin bref, vous voyez que des fois, même dans les affaires, vous avez des gens qui prennent des décisions irrationnelles, et des fois, vous êtes là en mode, vraiment, je comprends pas pourquoi il a fait ce choix-là, parce que c'est pas un move qui est intéressant pour lui. Donc écoutez, ça fait partie. Nous, d'un côté, stopper, on l'avait pas cherché, c'était lui qui me l'avait proposé. Mais d'un autre côté, voilà, quand on voit une bonne affaire, on n'aime pas qu'elle nous passe sous le nez. Mais bon, comme quoi, ça arrive à tout le monde. Et juste, tant pis, on passe dessus. C'était pas celle-là, c'est pas grave, on trouvera autre chose dans quelques mois, une fois qu'on devra réinvestir les fonds de l'appartement dont on vous parlait en première anecdote. Et voilà, c'était une petite boom anecdote sur ce sujet-là. On voulait vous reparler de Kenny aussi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. En fait, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. On avait reçu sur le podcast Mourad, qui est très très sympa. Il y a vraiment une vision du business qui est vraiment intéressante. Et Kenny, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est un assureur exprès pour les investisseurs immobiliers. Et vraiment, c'est vrai que d'un point de vue, je trouve en tout cas, d'un point de vue relation client, réactivité, tarot en réalité, franchement, ils sont imbattables. Ils sont bons. Et en plus, le vrai plus, c'est que via le podcast, vous avez un code de réduction de 10% à vie sur le tarif de votre assurance. Donc ça veut dire que déjà ça vous permet de payer votre assurance un peu moins cher et déjà de voir si vous êtes gagnant par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Et puis ça soutient un petit peu le podcast, ça nous aide à continuer à le développer et à le faire vivre. Et ça, c'est top quand c'est gagnant-gagnant. Exactement. Est-ce qu'on veut parler un peu de tonton Donald là qui qui resserre les droits de douane, mais pour nous aussi, je crois, du coup, en France, non? Ouais, pour l'Europe, ça va finir par tomber. Après, je crois qu'il a pas encore annoncé, la copie. Alors, il a laissé sous-entendre que l'Europe allait se manger 25% de droits de douane sur tout. Et que c'était mérité. Que c'était mérité. Je pense qu'il ira peut-être pas jusque là, mais en tout cas, l'Europe, là, pour l'instant, elle est en train de trembler. Je pense qu'ils doivent avoir tous les fameux, leur meilleur team de lobbyistes maçonniques de Bruxelles. Je pense qu'ils doivent les avoir envoyés à Washington pour essayer de sauver
le tissu économique européen. Mais ouais, il est en train de bien s'activer, et comme quoi il est capable aussi des fois de revoir sa copie, parce qu'au final il avait mis un coup de pression au Canada et au Mexique en disant à partir de la semaine prochaine 25% de droits de douane sur tout. Au final, il a réussi à avoir les concessions qu'il voulait. Donc, c'est-à-dire que le Mexique, ils vont arrêter d'accepter les usines chinoises qui viennent s'installer à la frontière pour faire du dumping social en revendant les voitures moins chères aux États-Unis. Ils vont également déployer, je crois qu'ils ont mis, je sais plus moi, 10 000 ou 50 000 militaires pour aider à surveiller la frontière et empêcher les trafiquants et les migrants de traverser. Pareil, le Canada, il a réussi à négocier des points, et en tout cas, il est en train de mettre la pression pour gagner ce qu'il voudrait gagner. Je pense que ça serait tout simplement un petit peu je suis pas sûr que le Canada deviendrait vraiment un État fédéral américain, mais en gros il va essayer d'intégrer un peu plus économiquement le Canada et d'aligner les règles surtout, et également en matière d'immigration, parce que également le Canada était une grosse porte d'entrée migratoire pour les États-Unis. Et pareil avec la Chine, à la base il avait dit 25% de droits de douane sur l'acier chinois. Et finalement, là, il est en train de dire on va voir pour 10%. Les Chinois se sont calmés aussi. Donc, il est capable d'être un petit peu magnanime dans ces négociations. Mais en tout cas, c'est sûr que ça bouge à l'international, que ça met un peu fin à un monde, on va dire, très ouvert, avec très peu de taxes de droits de douane entre les pays. Et on revient un peu plus à du protectionnisme. Pourquoi je vous racontais cette anecdote? Parce que je pense que ça, vous l'avez entendu partout. C'était plutôt pour voir un peu plus les conséquences que des droits de douane viennent faire sur une économie. Donc bon, les droits de douane, de manière générale, tout le monde comprend un peu ce que c'est. C'est simple, si vous avez un produit qui est fabriqué dans un pays étranger, ça peut être un bien de consommation, ça peut être des matières premières, ça peut être un service aussi. Et à partir de là, quand il arrive en France ou quand il est utilisé par une entreprise en France, je prends le cas de la France, comme ça sera plus simple, grosso modo, vous le taxez sur sa valeur estimée. Alors déjà, il y a toujours des questions là-dessus, c'est qu'il faut pas sous-évaluer la valeur d'un bien que vous importez, parce que ça peut être une manière de réduire les droits de douane. Mais bon, là, bien sûr, il y a des contrôles, parce que typiquement sur une matière première, vous avez un cours qui est régulé, donc vous pouvez pas dire ce pétrole, je l'amène à $1 le baril, comme ça je paye pas beaucoup de droits de douane dessus. Et la vraie raison de mettre des droits de douane, c'est surtout quand vous voulez protéger quelque chose que vous avez en France. Par exemple, un truc tout bête, mais c'est en France, on pourrait pas mettre de droits de douane sur le pétrole, parce qu'en fait, on n'extrait pas de pétrole, on est uniquement importateur. Donc en fait, mettre des droits de douane sur le pétrole, ça va juste pénaliser les particuliers qui l'utilisent pour leur plein, leur voiture, etc. Et ça va pénaliser les entreprises qui utilisent également le pétrole dans la chimie ou dans l'industrie. Néanmoins, par exemple, je sais pas, en France, nous on fabrique des voitures, on pourrait imaginer des droits de douane sur les voitures étrangères pour reprotéger et permettre de maintenir les emplois et les industries qui bossent tout simplement sur les voitures en France. Donc pourquoi Donald Trump fait ça? C'est qu'en fait il veut maintenir le maximum d'emplois et de production de valeur aux États-Unis, éviter le fait que on produit moins cher dans les pays pauvres et qu'après on importe des biens aux États-Unis. Et l'avantage, c'est que lui, quand même, il peut se le permettre, parce que les États-Unis, même en termes de matières premières, c'est un très gros producteur dans quasiment tous les domaines. Faut voir que les États-Unis, c'est quand même c'est beaucoup plus grand que l'Europe en termes de kilomètres carrés. Donc ils ont beaucoup plus de chances que nous en termes de qu'est-ce qu'ils ont dans leur sous-sol, en termes de possibilités d'extraction minière ou pétrolière, voire gazière. Et du coup, il est en train de favoriser à max l'industrie américaine et les emplois là-bas, au détriment forcément des pays, notamment la Chine et l'Asie, voire le Moyen-Orient, qui exportent énormément. Également l'Europe, parce que nous aussi on exporte un petit peu des biens à valeur ajoutée aux États-Unis. De manière générale, ça pénalise les consommateurs et les droits de douane, parce que forcément ça fait vendre plus cher, et quand tu dois acheter le produit, même si tu l'achètes sur internet ou quoi, ça à la fin des fins ça te reviendra plus cher. Par contre, ça permet de préserver les emplois locaux et éventuellement de faire augmenter les salaires. Donc en fait, on prend à contre-pied la logique économique qui prédomine en Occident depuis une trentaine d'années. Et tu vois, moi honnêtement, je pense que Trump il se trompe pas. Ah ouais, Et je pense que c'est une je bonne pense que stratégie. ce sera quelque chose d'intéressant pour les États-Unis. Et je pense que par exemple en Europe, un des gros problèmes qu'on a déjà depuis 20 ou 25 ans, c'est justement de ne pas avoir de droits de douane et d'avoir un dumping social incroyable par rapport aux pays du tiers-monde, et que c'est comme ça qu'on a perdu toute notre industrie. Donc en fait, le fait de avoir payé des produits moins chers pendant des années qui étaient fabriqués à bas coût dans des pays, alors certes c'était bien parce que ça permettait au consommateur final de payer moins cher le bien. Par contre, ça détruisait les emplois, ça
détruisait les usines, ça fait augmenter le taux de chômage et en plus ça fait baisser le nombre d'emplois qualifiés, ce qui fait à la fin des fins baisser les salaires. Et aujourd'hui en France, quand t'as autant de personnes qui sont payées au SMIC, c'est aussi parce que t'as plus beaucoup d'emplois à faible valeur ajoutée, en tout cas sans diplôme assez important. Ouais. Donc franchement, wait and see comme on dit, mais je pense que Trump est sur la bonne voie là-dessus et je suis assez impatient de voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Je sais pas ce que t'en penses. En vrai, le Boug, ça fait quoi, un mois qu'il y est, il chôme pas, hein, quand même. Même pas Et un mois en surtout, plus. il respecte vachement ce qu'il avait dit, tu vois. Oui. Donc je trouve, enfin, est-ce que c'est bien? J'en sais rien, tu vois. En tout cas, je pense que les Américains sont pas déçus. En tout cas, c'est bien pour eux. Je pense que c'est pas bien pour nous. Ouais. Mais en tout cas, c'est bien pour eux. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est un peu ce qu'on peut espérer, c'est que des choix économiques différents qui sont faits, qui produisent peut-être des meilleures conséquences aux États-Unis, finiront par donner un petit peu d'exemple en Europe et qu'on arrête un peu avec la gabegie financière, avec 50% ou 70% d'imposition sur les particuliers, in Je pense fine. que tu les surestimes. Nous, le problème, c'est qu'on est parti dans un système où je suis pas sûre que c'est ce qu'ils recherchent, tu vois. En fait, eux, ils veulent quoi? Ils auront pas le Chez choix. nous, ils veulent quoi? Non, mais si ils veulent une Union européenne unifiée et tu vois, mettre tout en commun. Du coup, en fait, ça pénalise chaque pays qui en fait partie. Et surtout, je suis pas sûre qu'ils veulent changer la stratégie qui est mise en place, tu vois. De toute façon, sur l'aspect économique extérieur, ils seront obligés parce qu'à partir du moment en fait où c'est les autres pays qui commencent à mettre des droits de douane sur tes propres biens à l'export, t'es obligé de mettre des droits de douane à l'importation. En fait, t'as pas le choix économiquement, sinon c'est pas tenable. Parce que ça veut dire que tes entreprises deviennent non compétitives pour vendre dans le pays d'en face, donc elles vont déménager pour aller fabriquer là-bas, et par contre, elles pourront toujours continuer à vendre chez toi parce qu'au final, toi, t'auras pas de droits de douane à l'import. Donc en fait, si à l'export, tu te prends des droits de douane sur un pays en face, quand lui importe chez toi des biens que tu fabriques, t'es obligé. La seule limite, et c'est là où je pense qu'on va se faire un petit peu avoir en Europe, c'est qu'on pourra pas mettre des droits de douane sur des biens à l'importation qu'on n'est pas capable de fabriquer. Typiquement les matières premières, on n'en a pas beaucoup. Le pétrole, on pourra jamais mettre de droits de douane dessus. Donc notre balance commerciale, on récupérera un petit peu des droits de douane sur ce qu'on est capable de faire, mais par contre, on pourra pas en récupérer sur ce qu'on n'a pas. Ok. L'enrichissement rapide, un grand sujet. Un grand sujet, je trouve, qui est très très mis en avant sur les réseaux sociaux. Donc je pense que tous ceux qui sont un peu sur Insta, TikTok, etc., c'est quand même un sujet qui est omniprésent, même quand tu le cherches pas, en fait, il y est. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il y a des pièges là-dedans? Je pense que c'est un épisode qui peut être intéressant. Déjà, qui n'a jamais rêvé de devenir riche rapidement, tu vois? C'est surtout, je pense que tu passes pas 10 minutes sur n'importe quel réseau social sans avoir quelque chose qui va te parler d'argent, de devenir riche, de réussite. Des fois, même si ça peut pas être de la publicité pour une offre payante, ça peut des fois juste être un ami ou une connaissance à toi qui est content de montrer son lifestyle, montrer qu'il a réussi ou montrer qu'il est en train de passer des bonnes vacances qui coûtent cher, tu vois. Ouais. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on est de manière permanente envahi de ce type de contenu et forcément à la fin ça vient dans notre cerveau créer un peu cet effet FOMO d'avoir peur de ne pas y arriver ou en tout cas l'envie d'avoir mieux que de ce qu'on a aujourd'hui. C'est vrai. D'ailleurs, je pense que les cryptos, ça y contribue vachement. Enfin, ça fait vraiment partie, je trouve, de ce mythe d'argent facile, tu vois. Ouais, alors mais qu'en réalité, c'est pas si facile que ça. Ouais, mais encore une fois, Parce qu'il y en a plein qui ont fait des malentendus, tu vois. Ils ont pris pendant plein de bull run, là, je me rappelle pas celui-là, celui d'avant. On avait plein de potes qui prenaient des positions et en fait, c'est vrai qu'ils se faisaient un peu de thunes parce que, sans trop savoir, ils revendaient avec des plus-values alors qu'en fait, c'est pas trop du hasard non plus, tu vois. Non, c'est sûr, mais tu vois, pour moi, les cryptos, c'est pas ça y contribue, oui, ça y contribue, mais c'est pas la source parce qu'en réalité, avant les cryptos, c'était autre chose. Tu vois, moi, honnêtement, je commence à voir les premières pubs pour gagner de l'argent. Ça devait être quoi? Ça devait être je pense, j'avais même pas 18 ans à l'époque. Je devais en avoir 16 ou 17. Mais déjà, à l'époque, t'avais les premières pubs. Alors, le dropshipping, c'était vraiment au tout début. Mais par contre, t'avais à l'époque, c'était le trading, les options binaires, le forex. Parce que c'est vrai que tu te remets, je sais pas moi, avant la crise des subprimes, t'avais pas trop sur Internet des courtiers, t'en avais. Mais bon, les technologies étaient moins avancées qu'aujourd'hui. Dans les années 2010, c'est vachement plus facile. Tout le monde peut créer un site Internet. C'est facile, tu trouves
trouves toujours une entreprise ou une filiale d'une banque qui finit par te permettre d'avoir de pouvoir prendre des positions. Donc tu as un peu tout un tas de courtiers qui commencent à se monter en ligne, etc. Et tu vois, ça, le forex, les trading, ça existe. Enfin, c'était déjà vachement en vogue et on était déjà dans le truc de devenir riche avant les cryptos. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai découvert les cryptos via un mec qui faisait du pari sportif et qui expliquait comment tu pouvais devenir richissime par le pari sportif, qui a fait la pub pour un autre gars qui faisait des cryptos. Et c'est comme ça que j'ai découvert les cryptos en 2017. Donc, comme quoi, pour moi, les cryptos, ça y contribue, mais avant, il y avait quelque chose. Si un jour les cryptos, c'est moins hype ou que ça fait, t'as moins de chances de devenir riche là-dedans, ça sera autre chose, tu vois. Pour moi, tant qu'aujourd'hui, t'as des réseaux sociaux, t'auras toujours un épiphénomène qui va venir créer de la hype et faire en sorte que tu te dis, ah, mais en fait, il faut que j'aille là-dedans et je finirai par devenir millionnaire en un an, tu vois. Il y a un peu la culture du succès aussi, je trouve, sur les réseaux, tu sais, j'ai quitté mon job au bout d'un an, tu vois, j'ai fait une entreprise à plusieurs millions, il y en a plein des espèces de reels avec des hooks comme Oui. ça. Après, c'est qu'on aime bien les success stories. Ouais, aussi, ouais. Ouais, elles sont peut-être un peu plus montrées avec la facilité des réseaux que quand il y avait pas, tu vois, il y avait pas Instagram, etc., tu vois. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une certaine problématique, c'est que la success story qui est finalement comment la personne a réussi est éclipsée par son résultat. Ça, c'est vrai. Et je trouve que et ça, je pense que c'est vraiment un biais des réseaux sociaux parce que ça vient renverser complètement un biais où Ouais. normalement t'es censé être plus content et inspiré par quelqu'un qui va te raconter son histoire, à quel point il a galéré et comment il a réussi, que simplement ah ben regarde, finalement je voyage en jet privé et je suis sur un bateau avec des filles à Dubaï, tu vois. Et c'est assez marrant parce que je trouve que ça met complètement en opposition. Hier, je regardais une vidéo sur l'histoire de la famille Rothschild. Ouais. Et en fait, le tout premier fondateur de la maison, enfin en tout cas celui qui est passé de pauvre à extrêmement riche, ben en fait, lui, il a vécu toute sa vie comme un roturier, parce qu'on était encore au XVIIe siècle en Allemagne, si tu veux, donc quand t'étais juif à cette époque, c'était mal vu d'être riche. Et vraiment, il est resté toute sa vie dans une certaine pauvreté, continuait à vivre dans le ghetto, etc. Alors qu'il était richissime, parce que justement, il se disait que en ne se montrant pas trop et en ne montrant pas trop sa réussite, c'était son meilleur outil pour continuer à gagner beaucoup d'argent. Donc tu vois l'inversion par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu aies quelque chose à vendre et en fait, tu vas vendre le fait que tu as de l'argent pour en gagner plus auprès des gens qui voudront faire comme toi. Alors que lui, à l'époque, c'était complètement l'inverse, il était là en mode je suis richissime, mais je vais continuer à vivre comme un pauvre, comme ça au moins, on ne verra pas trop que je gagne beaucoup d'argent et je pourrai continuer à en gagner beaucoup. Tu vois complètement l'inversion ou pas? Et c'est marrant parce que tu viens de me dire ça à l'instant et d'un coup ça m'a fait ah ben tiens par rapport à l'histoire d'hier ça fait complètement l'inverse. Je pense qu'aussi il y en a plein qui fake leur succès sur. Ah oui non mais ça c'est sûr. Par exemple, je sais pas s'il faut donner cet exemple, mais tu vois, enfin, ou du moins ils sont pas tout à fait honnêtes sur leur succès et ça, j'ai l'impression de le voir plus ou moins partout. Il y a, pour ceux qui connaissent un peu et qui regardaient déjà à l'époque les vidéos sur l'IMO et tout, tu vois, Christopher Wangen. Alors, c'est quelqu'un qui a vachement réussi, tu vois, enfin, qui ne le connaît pas, en soi, si tu regardes un peu YouTube, de toute façon, tu tombes vite sur ses vidéos. Et lui, en fait, il a toujours prôné qu'en gros, il s'était sorti de la merde grâce à l'immobilier. La vérité, c'est qu'il a fait un peu d'IMO. Et Ça a après, marché. C'est vrai que ce qu'il a fait en IMO ça marche. je dis pas, mais c'est pas ça qui l'a rendu richissime. Ce qui l'a rendu richissime, c'est les formations qu'il a fait sur l'IMO. Et ça, tu vois, il y a toujours des biais comme ça où je me dis, c'est bizarre quand même. Nous, on a mis 5 ans, 50 ans. Lui, il a mis un peu moins que ça. Je me dis, nous, on n'est pas encore en train de voyager en jet, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais c'est là où tu prends un peu de recul, c'est qu'en plus tu te retrouves comme tu dis sur des gens qui te vendent des success stories où au final le résultat n'est du coup pas en adéquation avec la success story qu'ils te vendent. En mode bah c'est vrai que Christopher Wangen c'est un bon exemple, il te vend un lifestyle de fou, le mec qui voyage toute l'année, machin, il a une Aston Martin et le souci c'est que du coup, il parle d'immobilier, il vend de l'immobilier, enfin il vend des formations dans l'immobilier, mais c'est vrai que c'est pas du tout l'immobilier qui l'a fait ce qu'il en est là aujourd'hui. Alors, ça y a contribué indirectement, un petit peu, c'est à contribuer parce que c'est quand même son business, il avait jamais fait d'IMO, il aurait jamais pu faire de formation là-dedans, mais c'est sûr que l'Aston Martin, elle est payée par la boîte, elle est pas payée par son parc IMO, tu vois. Et c'est vrai que ça fait une différence et ça crée comme tu dis, en plus on dit pas ça pour juste le critiquer lui, c'est que en fait, on veut mettre ça sur le fait que
toi, en tant que consommateur, tu veux la formation te disant je vais rouler en Aston Martin, C'est ça. alors que C'est la formation, elle te vend c'est de pas le contenu de l'investissement la formation immobilier. qui va Voilà, te c'est faire ça. ça. C'est pas ce qui va t'y amener, tu vois. Et en tout cas, tu pourras pas faire comme lui dans tous les cas. Donc c'est vrai qu'en plus, il y a un peu une surmédiatisation là-dedans. Ouais. Et puis aussi, on occulte pas mal les échecs, je trouve. C'est-à-dire que, je pense que nous, c'est un peu ce qu'on essaie de faire sur le podcast. On en parlait encore en Ouais. introduction. Voilà, nous, on vous montre nos échecs, on vous montre nos erreurs, on vous montre Les les difficultés. difficultés, le temps que ça prend, etc. Nous, on veut pas vous voyez la face et vous dire, bon, franchement, les 50 clous, on les a Ça fait va en être 6 super mois. facile, ouais. Et franchement, Pas de aucun problème. problème. Tout s'est bien passé, etc. Alors, là, encore une fois, tu vois, parce que forcément, nous, on regarde un peu ce que font les autres sur les réseaux sociaux. On voit que ça change un peu. Et que C'est là, vrai qu'il y en a de aujourd'hui, plus en plus qui font qui montrent les problèmes. les problèmes, ouais. La dernière fois, j'ai vu un compte, d'ailleurs, je l'avais envoyé à Marie, où un couple d'investisseurs, où dans un de leurs lots, ils ont vu, je sais pas, une poutre ou je sais pas quoi, qui a lâché dans le toit, et ils ont tout simplement le plafond qui s'est arraché, tu vois. Donc les gens commencent à montrer un peu leurs échecs, leurs difficultés, mais c'est vrai que ça, c'est quand même vraiment quand t'es dans les comptes de niche, que tu t'y connais déjà pas mal et que tu t'y intéresses au sujet. Je veux dire, pour, on va dire, la personne moyenne qui utilise les réseaux sociaux, la plupart du temps, tu vas te faire spam par la pub en mode si tu gagnes 2000 euros par mois, je peux te faire tripler ça en un an, tu vois. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est un petit peu malsain parce que ça vient te créer des biais dans le cerveau qui sont extrêmement problématiques, parce que soit tu n'y arriveras pas, soit si tu y arrives, et c'est un peu vraiment le cœur de cet épisode, c'est de parler un peu de l'enrichissement rapide et des conséquences que tu peux avoir, ou si jamais pour toi vraiment ça marche tout de suite super bien. Ça arrive, ça, des fois, hein. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. arrive. Et tu vas avoir deux types de problématiques principalement. Ça va être celle de te faire arnaquer sur le chemin, c'est-à-dire que c'est un petit peu marché, ou même que tu sois au commencement, tu vas aller là où il y a le plus de lumière, parce que c'est là où il y a l'air d'y avoir le plus d'argent, et finalement tu vas te faire avoir. Ou un peu de l'autre côté, c'est tu vas faire les erreurs de l'investisseur trop pressé en ne prenant pas assez le temps de vouloir avancer. Et c'est vrai que tu parlais des cryptos tout à l'heure, il y a énormément d'arnaques. Ouais, il y a plein de scams, hein. Ça, c'est faux, quand même. Et c'est vrai que dans les cryptos, tous les jours, je vois des gens qui te disent que c'est facile de faire des fois 100 cryptos, que voilà, il y a tel coin qui est sorti à la mode, c'est le moment où il faut investir. Et encore une fois, t'as des gens qui arrivent. Par exemple, je sais plus, ça devait faire il y a 2 ou 3 épisodes sur le podcast, j'ai dû parler de quelqu'un qui nous a demandé conseil parce qu'il avait fait les x900 dans des cryptos. Et ça arrive. Mais c'est tellement rarissime, et qu'en fait, c'est, faut le dire, des coups de chance. C'est un vrai accident Alors, positif de... il y a un gros facteur accident de richesse, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, à un moment donné, que tu gagnes de l'argent dans les cryptos, ça, c'est pas forcément de la chance, c'est-à-dire simplement que tu as une bonne stratégie, tu savais à peu près ce que tu faisais. Ouais. Mais à un moment donné, faire un fois 900, le pourcentage de chance et le nombre de gens sur le marché des cryptos qui font des fois 900, il est pas très loin de celui qui gagne au loto. Le chemin est pas le même, mais le résultat est tellement anecdotique et hasardeux que pour le coup, le pourcentage de chance est similaire, quoi. Donc déjà vous allez avoir tout ça, donc toutes les arnaques qui vont tomber, donc les fameux Ponzi, toutes les pyramides financières où on vous vend des rendements irréalistes, qui en plus sont des trucs insoutenables. Ça, on va pas reparler de la pyramide de Madoff, mais bon, c'est toujours le même système, c'est-à-dire qu'on vous dit non mais t'inquiète, investis, tu vas voir, tu vas gagner, et puis finalement au moment où tu gagnes, tu peux ressortir. D'ailleurs, on en avait parlé sur ce podcast il y a 1 an. On n'a plus reparlé depuis, mais tu te souviens, c'était à un moment donné, c'était le nouveau truc du trading à la mode, et là maintenant on n'en entend plus parler. C'était le trading, tu sais, où en gros les traders, on leur donnait 100 000 euros, ils devaient faire un certain pourcentage de fructification sur les 100 000. Je sais plus, les propres firmes. Les voilà. propres firmes, ouais. Je cherchais le nom en parlant, et voilà, c'était les propres firmes. On en avait parlé il y a 1 an, vous avez dit que ça marcherait pas parce que, en fait, à un moment donné, personne ne donne 100 000 euros à quelqu'un pour gagner de l'argent, lui dit vas-y, on fait 50-50 sur les bénéfices. Grosso modo, c'était le modèle des propres firmes. Et moi, on connaît personnellement plusieurs personnes qui se sont lancées là-dedans. J'avais vu pas mal de vidéos sur le sujet dans plein de podcasts où il y avait soit des gens qui te le vendaient en te disant que c'est le nouvel Eldorado, soit à l'inverse, les autres qui disaient en fait c'est juste des arnaques qui gagneront 0 à la fin. Et la réalité, c'est que à part 1 ou 2 pour qui ça a marché, parce que peut-être qu'ils sont tombés sur la seule propre firme qui était pas une arnaque, tous les autres, bizarrement, maintenant ils en parlent plus. Moi, je les voyais à l'époque sur Instagram, ils faisaient des stories en regardant, voilà, j'ai fait mon travail aujourd'hui, j'ai gagné mes 2000 euros sur le compte de l'argent qui est pas à moi, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, ils le font plus.
Et comme quoi, dès que t'as un truc qui vient un peu à la mode, ou finalement tous ceux qui s'étaient lancés dans le trading qui ont pas réussi, hop, la propre firme, ben c'est génial. Maintenant, tu vas pouvoir trader l'argent des autres, tu vois. Ouais, ça c'est fou quand même. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler. Donc c'était encore un énième scam où tu parlais du truc et Scam, je sais pas, mais en tout cas, ça tient pas ses promesses, tu vois. bah du coup c'est un scam, c'est une arnaque. Oui, C'est-à-dire que oui. après, j'espère pour eux qu'ils n'ont pas perdu énormément d'argent, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ceux qui pensaient avoir gagné n'ont pas gagné. Oui, Tu vois. c'est ça. Après, bien évidemment, dans les cryptos, il y en a plein, que ce soit des projets bidons, des meme coins, des trucs en pump and dump. D'ailleurs, le tonton Donald, là, il en a fait un il y a pas si longtemps. Il en a fait un et ça a donné quoi d'ailleurs? T'as regardé ou pas? Elle a pas dû redescendre encore. Ah, je pense. tu veux que je regarde là en Ouais. direct? Parce que Je pense pas qu'elle soit redescendue là, c'est un peu trop récent. Si, c'est toujours la 30e crypto-monnaie par market cap à $20. Mais bon, tu vois, là aujourd'hui, par rapport à son ATH, on est à moins 70%, tu vois. Et encore, je pense que c'est parce que c'est celui de Trump et qu'il y a peut-être moyen qu'il reste un petit peu plus longtemps sur le marché. Mais par exemple, hier, c'est Javier Milei, donc le mec de l'Argentine, qui a lancé son projet crypto qui devait soi-disant aider l'Argentine économiquement. Le truc, il a fait genre fois 10 000 en une nuit et ce matin, il avait fait moins 99%. Donc il était passé au plus haut, il avait coté $4,5 et au plus bas, il avait coté là il cotait ce matin 10 centimes je crois. Et apparemment, t'as encore des gens qui ont tiré 90 millions, c'est un énième truc de pump and dump, c'est simple, c'est tu lances un projet, toi tu détiens tous les tokens, tu dis à tout le monde achetez, c'est trop bien, ça va monter, tout le monde achète et quand les gens achètent, toi tu commences déjà à vendre, le truc il fait moins 90 derrière, tout le monde a perdu de l'argent sauf les créateurs quoi. Ouais. Et après, t'as tout ce qui est dropshipping aussi. Oui. Hors crypto. Ça, c'est fou parce que du coup, encore il y a genre 5-6 ans, je pense que c'était vraiment pas si connu que c'était une arnaque. Maintenant, quand même, toutes les influenceuses qui te font des arnaques sur la Chine, etc. Je pense que c'est un peu plus connu. Alors, il y a, tu vois, dans le dropshipping, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, il y a arnaque et arnaque. Pour moi, il y a pas forcément des trucs où simplement on te vole ton pognon. C'est juste que l'Eldorado que pouvait être, parce qu'en fait, le dropshipping, c'est une niche dans le e-commerce. C'est vrai qu'aujourd'hui, le e-commerce, c'est un secteur d'activité qui continue de monter. Moi, je connais des gens dans le e-commerce, voilà, qui ont leur boutique, qui font fabriquer leurs produits, qui les vendent et qui gagnent beaucoup d'argent dessus. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais le dropshipping, c'était quoi? C'était la promesse de te dire, ok, tu te lances dans le e-commerce. Qu'est-ce qui est chiant dans le e-commerce? Tu dois créer ton produit, tu dois avoir des stocks, tu dois les expédier chez tes clients. Et la promesse du dropshipping, c'était t'as pas besoin de créer un produit, t'en trouves un qui est fabriqué en Chine pour pas cher sur AliExpress tout simplement. T'as pas besoin d'avoir des stocks parce qu'il est directement expédié depuis l'usine en Chine et c'est pas toi qui gères la livraison, ça sera directement l'usine. Ça, forcément que ça allait pas durer hyper longtemps parce que bah il y a des problèmes. Moi-même, et c'était peut-être le défaut de faire des études de droit, mais quand j'ai regardé le dropshipping, je devais être en première ou en deuxième année de droit, et en fait moi d'un coup j'ai regardé par rapport au droit de la consommation, je m'étais dit mais en fait il y a plein de problèmes là-dedans parce que je m'étais dit en fait si tu fais un produit, tu le vends sur internet, du coup le mec il a un délai de rétractation de 14 jours, c'est-à-dire pour X ou Y raison, si ça lui plaît pas, il peut te le renvoyer. Le problème c'est qu'en fait t'en fais quoi, tu vois? T'en fais quoi exactement? T'as tous les problèmes de garantie, c'est-à-dire si le truc arrive cassé, s'il fonctionne pas, plus t'importes des trucs en Chine qui ont des fois pas la certification de l'Union européenne, mais le problème c'est que c'est toi en tant que vendeur qui a cette responsabilité-là. Enfin en fait tu prenais des risques juridiques complètement à considérer et je m'étais dit bon ben finalement on va même pas y aller. Donc moi je m'étais arrêté à l'idée de base, tu vois, même avant d'avoir testé si ça marchait. Et la réalité c'est que beaucoup d'appelés pour très peu d'élus, beaucoup de formations. Encore aujourd'hui le dropshipping, il y a pas mal de pubs là-dessus, pas mal de gens qui te disent que tu peux encore gagner de l'argent. Maintenant, c'est un peu plus genre e-commerce que... Alors après, je sais que c'est pas la même chose, hein, mais ça a pris une nouvelle forme quand même. Maintenant, je suis pas sûre que tu puisses encore... Enfin, qu'il y ait énormément de gens encore qui se font arnaquer par le dropshipping. Non, mais tu vas être plafonné. Par exemple, c'est vrai que là, les dernières pubs que je voyais en e-commerce, c'était pour les business Amazon. Où en fait, c'était toi qui prenais un produit, qui allait le déposer dans un centre Amazon et c'était Amazon qui le vendait et le livrait pour toi au client. Pourquoi pas? Le problème c'est que ça, il faut se souvenir quand même qu'Amazon elle prend une très grosse marge sur la vente et la gestion du produit. C'est normal, c'est un peu eux qui font la majorité du boulot. Et en fait, pour que tu puisses faire des gros chiffres là-dedans, il faut aller vers des volumes qui sont énormes. Mais exactement. Ça c'est un problème, je pense que même pour le business classique, en fait, au bout d'un moment, t'es bridé et pour passer au stade d'au-dessus, va falloir revoir le business model, tu vois, que ce soit rentabilité d'un point de vue volume ou prix ou juste temps en fait, quand t'arrives pas, espace, enfin il y a plein de problèmes comme ça qu'en fait t'es vite limité avec ce genre de business, tu vois. Après tu vois, s'il faut quand même
pas être trop négatif là-dessus. L'avantage, c'est qu'en tout cas, ce type de formation dans l'e-commerce, ça va en général mettre les pieds à l'étrier aux gens sur autre chose. En mode, s'ils ont réussi à faire leur premier euro, ils se sont prouvés à eux-mêmes, c'était peut-être des salariés dans leur vie ou des fonctionnaires qui, voilà, voulaient pas prendre de risques, voulaient pas être entrepreneurs. Ils se sont prouvés qu'ils pouvaient gagner un petit peu d'argent autrement. Ça va peut-être les envoyer dans un autre domaine qui finalement marchera mieux pour eux. Donc, il y en a à qui ça met des pieds à l'étrier. La majorité, c'est que sur une formation de e-commerce, il y en a 95% qui passent pas à l'action, et sur les 5% qui passent à l'action, il y en a 90 pour qui ça marchera pas non plus. C'est vrai qu'il y a des taux de conversion qui sont beaucoup vraiment pas d'appelés, bons, ouais. peu d'élus. C'est vrai. Et puis après, on peut pas être millionnaire avec ce genre de choses. C'était Hugues qui disait ça on l'avait reçu dans le podcast. Oui. Et lui il disait qu'en gros, lui, par exemple, sur sa formation, il avait un taux de conversion de 15%, ce qui est bien. Ce qui est déjà Mais bien après, pour le domaine. il disait, en fait, je veux pas non plus vendre du rêve aux gens. Ils sont jamais millionnaires avec ce que le e-commerce que je vends. Ils auront au mieux un complément de revenu Oui, un qui est petit side correct business ou pour quoi. quelques heures travaillées par semaine. Oui. Et ça peut convenir à plein de personnes qui, comme tu dis, ont besoin peut-être déjà d'argent et de C'est autre chose. de faire autre chose. Exactement. Donc ouais. Et après, t'as les erreurs un peu, tu disais, de l'investisseur pressé. Ouais, tu vas voir plusieurs choses. Tu vas voir la mauvaise gestion du risque. Donc, Mettre tout dans le même panier, non? ouais, c'est typiquement, je sais pas moi, tu veux te lancer dans le trading. En fait, un trader, un vrai trader qui a son compte, en général, il doit risquer moins de 0,5% de son capital. Et le problème, c'est que quand tu commences avec 1000 balles, ça veut dire que tu dois Ouais, pas ça va être long, prendre, quoi. tu dois pas prendre plus de 5 euros de risque par Ouais, ça jour fait long, sur ouais. ton portefeuille, ou pas avoir plus de 5 euros en risque par jour sur celui-ci. C'est compliqué. Donc forcément, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, bon, ben allez, c'est bon, levier 200, je risque la totalité de mon compte, mais au moins si ça marche, peut-être qu'à la fin de la journée, j'aurais fait x2. Le problème, c'est que forcément, avec cette stratégie-là, c'est de l'autodestruction accélérée, et ça pète. Et tu vois, ça, pour le coup, je l'ai raconté plusieurs fois dans le podcast, mais moi, ça a été Ouais, c'est ce que mon t'avais aventure fait, avec le ouais. trading. J'ai perdu une fois 10 000 euros en une journée par le biais des effets de levier, avec des effets de levier jusqu'à 200. Maintenant, aujourd'hui, c'est complètement fou de se l'imaginer. Mais voilà, à l'époque, moi, ça me paraissait la solution pour devenir millionnaire en un an. Et le problème, c'est que du coup, on fait des erreurs qui vous coûtent de l'argent. Si à l'époque, j'avais commencé à plutôt me faire un portefeuille de crypto et à commencer à me dire, bon, ben, on verra, peut-être que les cryptos, là, on est déjà bien avancé dans le bull run, parce qu'on était déjà à fin 2017, mais potentiellement dans 4 ans, tu vois, si j'avais une autre vision à l'époque, après, c'est facile avec les si, mais je veux dire, au lieu de tout perdre, ça ferait des différences aujourd'hui. Donc, entre guillemets, au lieu d'être pressé, tu te dis, ok, je vais avoir le temps, ça sera pour plus tard, et finalement, ça aurait même mieux marché, et sans doute que là, pour le coup, les résultats auraient été incroyables, quoi. Mm. Il y a aussi le fait d'investir sans comprendre. Donc, encore une fois, sans vraiment savoir ce que tu fais. Ça, c'est même pas que dans les pièges de l'enrichissement, c'est d'une manière générale, c'est de se mettre dans des positions où, en fait, on maîtrise pas, tu vois. Alors, on peut ne pas tout maîtriser, mais quand même la base, quoi. Tu vois, sinon, en fait, forcément, tu te trompes ou tu sais même pas dans quoi tu t'engages. Ouais, en fait. c'est sûr que quand tu te lances dans un domaine, c'est souvent un peu le problème. Pour ça que, par exemple, moi, c'est vraiment la méthodologie que je conseille dans les crypto-monnaies, c'est commencer à investir petit à petit avec un DCA uniquement sur Bitcoin, Ethereum, des petites sommes. Et en fait, ça fait ton éducation. Au moins, tu commences à mettre les mains un peu dedans. Tu vas mettre des semaines, voire des mois à commencer à comprendre, etc. Si tu t'y intéresses, ça va attiser ta curiosité, parce qu'à partir du moment où tu as mis de l'argent dedans, en fait, ça t'intéresse. Forcément, tu vas regarder ce qui se passe. Donc, ça va te permettre d'apprendre un peu plus, et de commencer à comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et en fait, à partir de là, c'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer, et que quand tu vas te retrouver avec un capital un peu plus grand, au moins tu sauras un peu mieux ce que tu fais. Clairement. Et après, ça peut s'appliquer aussi, je pense, dans l'IMO, tu vois. Si t'es pas trop averti, tu sais pas ce que t'achètes, ou peut-être un agent IMO qui te dit c'est une opportunité, il y a 15 bonhommes derrière toi qui sont dessus, mais vu que c'est toi, je te la laisse, tu vois. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est quand même un peu moins courant. Enfin, on en a vu, mais pas non plus trop souvent. Ça peut arriver également dans l'IMO. En général, l'IMO, ce qui va freiner, c'est le montant. C'est qu'en général, quand tu commences en IMO, c'est direct un ticket de 50, 100 000. Donc, en général, tu réfléchis un peu plus. Plus, t'as souvent un peu la famille qui est derrière, qui s'y connaît un peu mieux quand t'investis en crypto ou en bourse. En fait, si te disent attention, c'est dangereux, tu vas dire ouais, mais en fait, mamie, elle y connaît quoi, tu vois. Tout simplement, cette semaine, on a eu quelqu'un, je ne sais même pas comment. Ah oui, t'es allé boire un café avec un pote à toi qui est agent IMO. Il loue un bureau à un mec. En plus, le monde est vraiment petit sur Montpellier, mais moi je le connais d'ailleurs en plus. Et en fait, lui il disait qu'en gros, c'est vrai que quand il avait acheté ses bureaux,
Il s'est pas rendu compte qu'en fait, c'était absolument pas rentable, d'acheter les bureaux, Ouais, tu c'est vois? vrai que c'est un bon exemple effectivement. Et en fait, quand il a fait son opération, personne lui a dit qu'en fait il serait en cash flow négatif. Sauf qu'à mon avis, je sais pas, on n'a pas dit exactement les chiffres, mais je pense qu'il a dû mettre au moins 500-600 000 € dans son opération. C'était quand même des bureaux qui valent assez cher. Et la problématique, c'est que du coup, il est en cash flow négatif, qu'il a déjà dû mettre 60 000 Ouais, euros de il a sa remis poche l'an 60 dernier 000, ouais. dans sa SCI. Qu'en plus, il est à l'impôt sur le revenu, donc d'un point de vue fiscal, il est super mal optimisé. Et il me dit, bah franchement, c'est pas intéressant pour moi, etc. Alors, c'est un peu ce que je disais pour le rassurer. Je lui dis c'est déjà bien qu'il ait fait quelque chose qui au moins passe à l'action, mais c'est vrai que quand tu te précipites un peu, que tu prends pas le temps de te former, que tu prends pas le temps de calculer de la rentabilité, de bien estimer les charges cachées, etc., de vérifier comment tu vas gagner tes loyers dessus, quelle marge tu as par rapport à ton cash flow espéré, quels vont vraiment être à la fin des fins ce que va te coûter en termes de trésorerie par an ton opération, bah tu peux te retrouver dans une situation où au final ta paye que tu pensais améliorer via ton investissement immobilier, tu te retrouves à en mettre une partie tous les mois dedans quoi. Mmh. Et c'est vrai que ça arrive. On le voit également parfois ailleurs où ça peut être aussi quelqu'un qui a commencé à investir dans l'IMO, il s'est pas renseigné, il a accepté le conseil d'un conseiller en gestion de patrimoine qui lui fait acheter un Pinel à 3% de renta, ou alors quelqu'un qui a voulu acheter pour sa résidence principale qui s'est dit ah non finalement je la mets en location, sauf que le truc a été acheté un petit peu cher, il y a eu des trop gros travaux qui ont été faits dedans et du coup que ce soit là pour de la revente, tu récupères pas tes billes et à la location tu auras pas un bon taux de rendement. Enfin, ça va être que si tu te précipites et que tu réfléchis pas bien les choses, tu peux faire des premiers investissements qui ne seront pas bons. C'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses, t'as un autre exemple? Mais là, j'étais en train de chercher justement, un limo, mais en fait, là, celui de cette semaine, ça me paraissait, obvious, tu vois? Heu, Oui, en fait, c'est ce qu'il disait. Lui disait même, et c'est ça que c'est encore plus ouf, c'est que s'il avait su qu'il serait en cash flow négatif, il aurait plus négocié le prix auprès du vendeur. ouais. Donc ça veut dire que potentiellement, t'as même pas assez négocié parce que du coup, tu n'as même pas regardé quel était ton taux de rentabilité. Bah, pareil, au final, le la SCI, là, qu'on devait racheter, lui, c'est pareil, plus ou moins. Je pense pas qu'il ait acheté trop cher. Par contre, ce qu'il a mal calculé, c'est les travaux qu'il a mis dedans pour tout Oui, refaire à neuf et oui, en fait, le taux de remplissage qui était vraiment pas bon, qui quoi. était mauvais pour sa boîte, c'est sûr, c'est sûr. Et le temps, du coup, que ça prenait de le relouer et à quel prix et en fait, on se rend compte que c'est un métier, quoi. Après, une fois que tu as vu tout ça, la question qu'il faut se poser, c'est comment construire un enrichissement, tu vois? Par où tu passes? Tata Marie et tonton Julien sont là. Non, bah, enfin, pour le coup, je pense que nous, on l'a quand même plutôt bien fait. Parce on est quand même assez diversifié entre immo, crypto, bourse. Déjà pour moi, tu as 2 points essentiels. Le premier, c'est de comprendre que ça prend du temps. Ouais. Et C'est ça, c'est moi, au c'est une début, course de j'avais long terme. vachement de mal. Ouais, Vraiment. moi je me Au début, souviens j'étais là, mais moi, je veux que ça aille vite. ouais, je me souviens, c'est simple, quoi, on venait de commencer à travailler, ça faisait quoi? Ça faisait 3 ans qu'on investissait à tout péter. Marie, elle voulait déjà qu'on quitte les jobs. J'étais là: «Waouh, waouh, 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 waouh!» Non, je dis: «Là Doucement, là, moi. on a 500 € de cash flow, tu veux qu'on fasse quoi avec 500 balles?» Tu vois? En plus, là, je veux qu'on aille vivre d'amour et Je dis: d'enfants «La ailleurs. moindre intervention d'un plombier, c'est déjà 250, tu vois? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?» Ouais, c'est vrai. Et C'est que vrai. quand on a commencé à mettre tous les calculs, après il faut avoir aussi une stratégie claire. Nous, c'est peut-être là où je dirais pas qu'on a perdu du temps. Enfin, je pense que si je dis ça à la moitié des gens qui écoutent ce podcast, ils vont se dire ah non mais ce gars il est malade déjà à 27 ans, il a 50 lots et il te dit qu'il a perdu du temps. Non mais c'est que nous à un moment donné, on n'a pas réussi à avoir une stratégie hyper claire non plus. En mode au début, on s'est laissé un peu porter en allant d'un C'est vrai. investissement à l'autre, on empilait et ce n'est qu'il y a 2 ans à peu près où on s'est dit OK, en Ouais, fait c'est si vrai on qu'on veut s'est quitter bougé les les jobs fesses, vraiment. au 31/12/2024, il nous faut tant. Pour avoir tant, il faut qu'on fasse tant d'opérations. Pour faire tant d'opérations, il faut qu'on en fasse une tous les 6 mois, qu'on optimise tout au maximum pour avoir le cash pour faire les apports, qu'on ait suffisamment de banques pour pouvoir nous suivre. Enfin, c'est là où et on sait que ça va prendre du temps et en plus il faut quand même avoir une certaine organisation de son planning d'investissement et savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Moi, le seul truc que j'avais pas trop mesuré, c'est que, du coup, une fois que j'ai compris qu'en fait, je quitterais pas mon job de suite, on a fait les premières OP, enfin, on a continué à faire des OP, et c'est vrai que c'était long, mais en fait, je sais pas, d'un coup, il y a 2 ans, par contre, ça a été exponentiel d'un coup, tu vois? Là, on a doublé le parc alors que En un an et demi, ouais. on avait un peu peiné au début parce que normalement, on avait pas les mêmes, enfin, toi, t'as toujours le même salaire, mais moi, j'avais pas un aussi gros salaire. Le temps et peut-être la motive aussi, parce qu'au bout d'un moment, 3 ans de salariat, j'étais là, de Que ça burn-out, s'arrête. j'étais là, bon, ben, faut que ça s'arrête, tu vois?
Donc c'est vrai que ça c'était peut-être ce qu'on avait un petit peu sous-estimé, enfin C'est pas sous-estimé, mais pas pris en compte, du moins. souvent ce que je dis, c'est la problématique, c'est que le cerveau humain, il aime bien voir les choses de manière linéaire. Et en fait, dans l'investissement, c'est exponentiel. C'est-à-dire que les fameux intérêts composés qu'on vous parle, quand vous mettez, je sais pas moi, 100 € par mois sur un PEA, en fait, quoi que vous fassiez dans l'investissement, vous aurez ce phénomène exponentiel où au fur et à mesure, vous allez faire des plus grosses opérations, vous allez gagner de plus en plus d'argent. Au début, vous achetez un petit appart à 50 000, vous négociez 4 000 € vendeur. À la fin, vous achetez des trucs à 500 000, vous négociez 40 000 € vendeur. Donc voilà, tout devient de plus en plus gros. Vous allez dans différents domaines, la bourse, les cryptos, voire des entreprises. Et c'est en étant patient que vous allez de plus en plus accumuler des richesses et du patrimoine. Je trouve qu'on change aussi avec ça. D'investissement. En fait, je trouve que t'es beau. Alors, bon, nous, la nuance, c'est qu'on a fait ça très jeune. C'est sûr qu'à 20 ans, t'as pas la même assurance qu'à 30, tu vois. Mais je trouve quand même que tout le monde évolue et on le voit autour de nous, que ce soit les élèves ou même nos amis qui investissent. En fait, t'évolues vachement en maturité à partir du moment où tu t'investis et que tu fais les choses plus ou moins à fond, tu vois. Je sais pas si t'es d'accord, mais Si, je suis d'accord, mais pour moi, ça va dans ce que j'ai dit tout à l'heure, d'avoir une stratégie. C'est que oui, mais effectivement, bon, enfin, non, mais tu c'est prévois pas en le faire. réalité ta stratégie commence à s'affiner quand t'évolues. En fait, c'est pour ça qu'il y a toujours cet effort un petit peu de Ah, mindset et de ok, ouais. tempérament et de vision à avoir. C'est que plus tu vas arriver à évoluer, à te commencer à te projeter dans les efforts que tu vas devoir faire et dans le résultat que tu vas arriver à en obtenir. Et au fur et à mesure, t'optimises ta stratégie pour avoir le chemin qui se dessine devant toi. Mm. Donc c'est en alignant tout ça et ça c'est sûr que quand on dit qu'il faut être patient et avoir une stratégie, c'est justement ne pas céder au mode du moment, aller sur le dernier business en ligne qui est sorti ou le dernier la dernière méthode d'investissement qui va vous rendre riche en un an, alors qu'en fait il faut définir ses objectifs et surtout faire des étapes. C'est un peu souvent quand On l'avait fait cet épisode de faire les étapes. de faire de Ouais. faire les étapes et puis surtout de quand on a une vision, je sais pas, se dire qu'on veut monter à 2 millions d'euros de patrimoine, c'est énorme. Mais si déjà on commence à se faire des étapes, à se découper la chose en se disant OK, déjà à la fin de l'année, il faudrait que j'ai fait 2 opérations, on verra où j'en suis en tant que patrimoine, il faudrait que grosso modo dans 2 ans, je sois déjà à 200 000 € de patrimoine. Tu vois, ça déjà c'est plus raisonnable. Mm. De se dire OK, en fait les 2 millions ils vont venir en validant des étapes et en fait à chaque fois que t'en arrives tu valides un step, tu dis OK, allez, étape suivante, qu'est-ce que je fais, sur quoi je vais, dans quoi je pars. Ouais. Il y a également, et ça va dans la stratégie, et ça va un petit peu à l'inverse de vouloir s'enrichir trop rapidement, c'est qu'il faut aussi avoir un fonds d'urgence, d'avoir de l'argent de côté. Ah oui. Ah Et ça, le problème, c'est oui. que quand tu veux t'enrichir trop vite, t'as tendance à vouloir tout investir, tout miser, en te disant, en fait, le peu d'argent que j'ai, il faut absolument qu'il travaille. Alors qu'en réalité, surtout si tu fais de l'immobilier, puis même si tu fais du financier, des cryptos, il faut toujours garder un peu de liquidité. Tu sais jamais ce qui peut passer. Toi, tu peux avoir un pépin, tes investissements peuvent avoir un pépin. Si demain le marché crypto il s'effondre, en fait, tu seras content d'avoir gardé de la liquidité pour pouvoir réinvestir plus bas. Enfin, ça, c'est hyper important. Ça, je me rappelle au début quand on commençait à investir, on avait plus ou moins 1 an de salaire de côté. Je sais pas si tu te Oui. rappelles. Et c'est vrai que c'était fou parce qu'avec l'IMO, alors on en prenait un petit peu, mais déjà on prenait pas toute la totalité. Je pense qu'il y avait à peu près 6 à 8 mois qu'on gardait de Oui. côté. Et en fait, de nouveau, à partir de genre 3-4 mois, on avait récupéré ce qu'on avait mis. Et ça, je trouve ça fou. Ah, c'est fou. C'est fou, on était Bah, là. On a de nouveau 1 an de côté. c'est qu'en fait, t'as boule de Un neige an de aussi, quoi. côté. Là, ce qui a été peut-être un petit peu moins vrai dans les derniers temps, c'est que forcément, les premiers financements qu'on faisait, on mettait le minimum d'apport et en fait, plus ça avançait, plus on a mis des apports de plus en plus importants, notamment la dernière année. C'est pour ça que dans les derniers temps, on est un peu plus on plus s'est bas. endetté, plus on nous a demandé des apports. Exactement, surtout. Mais c'est vrai que au tout début, comme tu dis, en fait, en réalité, le montant des liquidités faisait qu'augmenter. Je me souviens que je pense que j'ai jamais eu autant d'argent sur mes comptes qu'au 1er janvier 2023, tu vois. Ouais, Là, c'est un peu moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a eu pas mal d'investissements depuis. Oui, et après, là, ça change un petit peu parce que maintenant, je suis pas très inquiète par rapport à l'argent. En fait, le patrimoine, il est tellement diversifié. Et puis, il y a pas mal de sources différentes de revenus. Donc, en fait, tu dis, allez, dans le pire, si ça se passe un peu mal d'un côté, il y en aura un autre qui viendra un peu compenser, quoi. C'est ça. Puis, sur la fin, on récupère toujours, même si des fois, c'est un peu, par exemple, en ce moment, on a de l'argent dehors, ça nous agace. Oui. Mais est-ce qu'on est inquiet? Je pense pas. Inquiet, non, c'est juste qu'en fait, c'est chiant de relancer en permanence. Mais quand on dit qu'on a de l'argent dehors, c'est des mairies, c'est des subventions, c'est des assurances, c'est tout. Enfin, des locataires qui sont un peu en retard, on sait pas pourquoi, mais en fait c'est tout. Moi je suis persuadée que le 3/4 on va le récupérer. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on en parlera, je pense que ça pourrait faire un objet d'épisode pas mal. Là. Une idée qui vient de me venir, c'est un petit peu, quand tu commences maintenant, après avoir durement travaillé, tu commences à avoir un patrimoine, tu commences à avoir des sources de revenus, comment tu te protèges pour, entre guillemets, que tu retournes pas à la case départ, tu vois. Pour pas tout perdre. Ouais. Ça, je pense que ça fait...
Ça fait un épisode pas mal. Et après, pour la fin, faut se former, hein, je pense, hein. Faut se former, se faire accompagner. Il y a quand même pas mal d'offres. Éviter les vendeurs de rêve, surtout. Ouais. Il y a pas mal d'offres quand même sur le marché. Après, à voir ce qui convient le mieux d'un point de vue personnalité. Les gens qui ont c'est la social proof, je crois qu'on dit. C'est des gens qui ont prouvé, en gros, qu'ils y arrivaient, mais Ouais, complètement. Non, mais c'est vraiment déjà éviter les scammers, éviter ceux qui te sortent de nulle part et qui te disent qu'ils vont te rendre riche en quelques mois ou un an. Ça, déjà, pour moi, c'est vraiment la base des bases. Et puis, si à un moment donné, tu sens que toi, tu as besoin d'avoir une vision un peu plus claire des choses, de savoir où tu vas aller, d'avoir un petit peu une estimation du temps que ça va prendre et toi, par rapport à ta situation, dans quelle direction tu dois pousser. À ce moment-là, il faut te faire accompagner par des gens qui s'y connaissent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous on propose maintenant par le biais de nos coachings, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, on vend en personne qui va devenir riche en un an. Nous, la seule promesse qu'on a, c'est que on va pouvoir t'aider à avoir ta vision, à savoir à peu près combien de temps ça va passer et à optimiser ton projet. Et c'est vraiment là-dedans que nous, on intervient. C'est vraiment de te permettre justement, par rapport aux cartes que tu as aujourd'hui, c'est ce qu'on disait souvent dans l'investissement, c'est qu'on part tous avec des cartes et qu'en fait, il faut juste jouer à fond les bonnes cartes que vous avez, essayer de compenser un peu les cartes que vous avez pas. Et ça, c'est vraiment ce que nous, on fait aujourd'hui et ce qui permet à ceux qui veulent passer à l'action de pouvoir réussir, de pouvoir avancer. Et d'ailleurs, petite promo encore, allez, c'est la dernière avant la fin de l'épisode. Mais c'est que on ouvre 5 places de plus pour le mois de mars. Donc si jamais t'es intéressé, que tu veux qu'on fasse un call ensemble pour que je te présente un petit peu comment on pourrait éventuellement t'accompagner, n'hésite pas à envoyer un DM sur Instagram ou nous envoyer on a déjà une partie des 5 places qui sont... Ouais, il y a déjà une partie des 5 places qui sont prises, mais là il doit en rester une ou deux. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à nous envoyer un DM ou un mail à @gmail.com et puis j'ai hâte de pouvoir faire un call avec toi. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de l'enrichissement rapide. En vrai, c'était pas trop mal. Tout à fait. Voilà. Soyez prudents. Prenez du recul sur ce que vous voyez sur Internet. Et puis, et comprenez que ce qui est plus important, c'est le chemin plus que le résultat. Clairement. Et que ceux qui vous vantent le résultat, c'est souvent qu'ils n'ont pas fait le chemin. Ou alors qu'ils ont eu, ça peut arriver, hein, ceux qui ont eu des coups de chance. Et le problème, c'est que quand t'as trop de chance et que t'as pas eu le chemin, le problème, c'est que ton résultat, il a pas la même saveur et en tout cas, tu permettras pas à quelqu'un de faire comme toi. L'enseignement, il a pas été là. Ouais. Exactement. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à vous. À bientôt. Ciao.